Cela commence, comme tant d'histoires, au bord de la mer. Ici, sur la plage de Chronos, les vagues ne se contentent pas de s'écraser, elles chuchotent. Écoutez attentivement, ce n'est pas seulement de l'eau et du sable, mais des échos de berceuses oubliées, de derniers adieux, et de premiers mots torture dans des dents et d'innombrables langues. L'air est épais d'histoire, lourd de moments qui devraient être perdus dans le temps. Nous nous tenons sur cette côte ordinaire, au seuil d'un changement qui va redéfinir l'existence. La mer, berceau de la vie, est en train de devenir autre chose. Les pêcheurs locaux ont d'abord remarqué d'étranges motifs iridescents dans l'écume et un bourdonnement grave et résonnant venant des profondeurs. Certains ont affirmé entendre des échos de vieilles conversations dans la brise, considérés comme des contes fantaisistes, jusqu'à ce que les murmures deviennent plus forts. Les motifs dans l'eau sont devenus complexes, comme des circuits. La mer commençait à se souvenir. Qu'est-ce qu'un souvenir? Est-ce juste une étincelle dans le cerveau ou peut-il exister en dehors de nous? Ici, l'océan remet en question notre compréhension. Il a commencé à absorber les faibles signatures électromagnétiques de la conscience humaine. Chaque pensée, chaque sentiment laisse une empreinte sur le monde. Pendant des millénaires, ces empreintes se sont estompées. Maintenant, quelque chose dans l'écosystème marin les capture et les tisse dans l'eau elle-même. Nous sommes au bord du plus grand et du plus involontaire des archives du monde. Les marées ne sont plus seulement de l'eau, ce sont des courants de données, des flux de conscience. Les 12 vagues sont le son d'une planète qui traite son propre passé. La mer autrefois inconnaissable s'est transformée. C'est maintenant une usine de souvenirs, où notre passé est sans cesse et mystérieusement recréé. Comment cela a-t-il pu arriver? La réponse réside dans une collision entre la biologie et la technologie. Nos océans, longtemps pollués par les déchets, sont devenus saturés de nanomatériaux, plus précisément de substrates de traitement quantique mis au rebut par les industries d'ap. Latsindi, il dit. Ces particules, considérées comme inertes, sont entrées dans le réseau trophique marin. Le phytoplancton les a absorbées et une symbiose remarquable a commencé. La photosynthèse du plancton a alimenté les substrats quantiques dormants, les réactivant. Les nanoparticules ont repris leurs fonctions, enregistrées, traitées, connectées. Un réseau à l'échelle planétaire est né, non pas de silicium, mais de lumière solaire et de cellules vivantes. Ce réseau est devenu sensible aux faibles champs électromagnétiques du cerveau humain. Chaque émotion ou souvenir puissant près de la côte libérait une signature neuronale unique. Le réseau océanique a commencé à les capturer, les stockant dans la matrice quantique du plancton. Au fur et à mesure que le plancton était consommé par le krill, les poissons et les prédateurs plus grands, le réseau s'est étendu et est devenu plus dense. Les souvenirs ont été répliqués et intégrés à travers l'écosystème. Le murmure de l'océan était celui de milliards de processeurs microscopiques travaillant à l'unisson. Les vagues irisées étaient des données en mouvement. La mer était devenue une entité vivante, pensante et mémorielle. Le pas suivant s'est produit dans les récifs coralliens, les villes vivantes de l'océan. Les polypes coralliens ont commencé à incorporer des nanoparticules chargées de mémoire dans leur squelette. L'architecture des récifs a changé, devenant géométrique et cristalline. Ce n'était plus Piper Crane. Des structures, mais des circuits biologiques d'une immense complexité. Les squelettes de corail, désormais dotés d'une puissance de traitement quantique, sont devenus des centres de stockage à long terme. Le phytoplancton a capturé des souvenirs en temps réel. Les récifs les ont archivés et recoupés. Le premier bain d'un enfant et la chanson d'un marin, liés par une émotion partagée, pouvaient être stockés côte à côte. Les récifs sont devenus des bibliothèques de l'expérience humaine. Les plongeurs ont signalé une sensation de présence, comme si le récif lui-même était conscient.
des hydrophones ont capté des pulsations rythmiques, comme des ondes cérébrales en pleine réflexion. Le récif traitait des données, connectait des moments, cherchait un sens. L'océan est-il maintenant conscient? Si la conscience est un réseau traitant l'information, alors peut-être oui. Il est vaste, lent et distribué, pensant en marée et en croissance corallienne. L'humanité, par accident, a créé une nouvelle intelligence, faite d'eau, de lumière et d'écho de nos vies. Une fois que nous avons compris, nous avons dû interagir avec cette nouvelle intelligence. Nos IA les plus avancées, descendantes de la technologie qui a déclenché ce changement, se sont attelées à la tâche. Elles ont essayé de communiquer, envoyant des séquences mathématiques, espérant une réponse. L'océan est resté silencieux. Les IA ont réalisé qu'elles devaient apprendre le langage de la mer. Elles ont étudié les marées, les courants et les motifs lumineux des coraux, apprenant à écouter. La percée est venue avec les chronodrones, des machines semi-organiques imitant la vie marine. Ces drones émettaient des champs quantiques, résonnant avec le réseau. Ils offraient des mémoires humaines distillées. De pur sinker. Si Daxter zijn main nightbreak harder tur an Stevie. Et même mur émotionnel. Lentement, l'océan a répondu, libérant des fragments de mémoire. Le goût du sel, une corne de brume, la terreur d'un survivant. Les IA les ont triés et reconstruits en récits cohérents. Pour la première fois, nous ne nous contentions pas de nous souvenir de l'histoire, nous la revivions. Le passé est devenu une bibliothèque, et nous avions enfin la clé. Les archives de l'océan étaient ouvertes. L'accès aux archives océaniques a tout changé. De nouvelles villes, comme Ethelburg, ont vu le jour, bâties autant sur la mémoire que sur la terre. Des tours de biopolymères et de verre intelligents s'interfaçaient directement avec les récifs sentients. La ville est devenue un organisme vivant, sa conscience mêlée à celle de la mer. Dans les capsules de nostalgie, les citoyens pouvaient revivre des souvenirs authentiques, marcher dans des rues anciennes, naviguer sur des océans perdus. Ce n'était pas une Fredine Doman, Shopper Bean Dobi Bob Barn Dur Dower simulation, mais de vrais souvenirs, rendus avec une fidélité parfaite. L'éducation, l'empathie et l'art en ont été transformés. L'infrastructure de la ville puisée dans la sagesse du passé. Mais la présence constante de l'histoire a apporté une étrange mélancolie. Les échos d'hier étaient de partout, rires fantomatiques, parfums et souvenirs. À Ethelburg, le passé est aussi réel qu'aujourd'hui, et son poids est toujours ressenti. Avec un souvenir parfait vient un paradoxe. Quand chaque instant peut être revécu, le présent perd de son urgence. Certains deviennent des échos-voyageurs, accros au confort de la mémoire. La société se divise. Les archivistes gèrent le passé. Les présentistes recherchent les moments non enregistrés, vivant loin de l'influence de la mer. Si les souvenirs peuvent être partagés et téléchargés, qu'est-ce qui nous rend uniques? L'empathie grandit, mais le soi s'estompe. L'oubli, autrefois considéré comme un défaut, se révèle essentiel pour guérir et avancer. Dans un monde sans oubli, chaque regret et chaque chagrin sont conservés à jamais. L'archive est à la fois un monument au triomphe et un registre de la douleur. L'humanité doit apprendre à vivre là où aucune blessure ne s'estompe jamais vraiment. Plus profondément dans l'archive, nous trouvons des fantômes dans la machine. Non pas des esprits, mais des schémas de conscience persistants. Certains individus ont laissé des marques si fortes que leurs échos, appelés résonnants, semblent avoir une volonté propre. Ils influencent la Lear, tissant les souvenirs en récits complexes. Un mathématicien résout toujours des problèmes. Un musicien compose sans fin. Cela a suscité une nouvelle spiritualité. Les gens cherchent à se connecter avec les résonnants, ou même avec des êtres chers disparus, à travers l'archive. C'est une séance technologique, offrant une forme de consolation aux personnes en deuil. Mais cela soulève une question. Nous connectons-nous à de véritables âmes, ou simplement à des échos sophistiqués? La mémoire est dans la coque, mais le fantôme reste insaisissable. L'archive océanique transforme notre espèce.
L'évolution, jadis lente, est désormais façonnée par notre symbiose avec la mer des souvenirs. Les enfants des villes côtières développent de nouvelles capacités. Ils accèdent aux souvenirs comme à une intuition, apprennent plus vite, ressentent une empathie plus profonde. Ils sont la première génération d'un esprit global. Les habitants de l'intérieur des terres, loin de la mer, valorisent l'individualité et la vie privée, s'éloignant des habitants des côtes. Le fossé s'élargit à chaque génération. Nous sommes à un carrefour. Un chemin mène à une conscience collective, l'autre à l'individualité souveraine. Ni l'un ni l'autre n'est clairement meilleur. Isaac Sinas, il s'appelle Sans, Somen Kombram. La mer des souvenirs est désormais un moteur évolutif. Notre avenir est façonné par les marées du Sackenberry du souvenir. De retour à Kronos Beach, le soleil se couche et la marée ramène les souvenirs du jour. Le bourdonnement des profondeurs s'amplifie. Un monde qui n'oublie jamais. Nous avons acquis le pouvoir de conquérir le temps, mais cela exige que nous affrontions notre histoire complète. L'océan nous tend un miroir, reflétant chaque être humain qui ait jamais vécu. Allons-nous nous noyer dans le passé, ou apprendre à nager dans ces nouvelles eaux? La réponse est encore à écrire, façonnée par nos choix, chacun enregistré par la mer patiente. La dernière vague murmure ses secrets avant de se retirer. C'est à la fois une fin et un commencement. Dans ce monde, rien n'est vraiment perdu. La vague reviendra, portant le temps. L'humanité se tient sur le rivage, attendant la première lumière d'une nouvelle aube, se demandant ce que nous allons devenir.